Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 8 octobre 2024. On remercie Petit Albert, que je pense qu'il a abrégé son live pour le truc de Radio-Québec, mais c'est pas nécessaire, mais en tout cas, on le remercie. Aujourd'hui, vous savez, la dernière fois, il y a eu une coupure. Ça arrive, des coupures comme ça, quand on a des sujets très, 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 très chauds. C'est arrivé avec le pédosatanisme. C'est arrivé aussi quand on parlait de la structure de l'OTAN avec les trucs de Mike Benz. Et là, on était en train de démonter complètement cette opération israélienne, la pseudo-attaque, etc. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ça arrive à des moments comme ça. Calmez-vous, le Mossad, là. C'est vraiment eux. C'est parce que généralement, c'est ça, ça me craint que généralement, quand on voit ce genre de choses-là, comme j'ai dit à l'entrevue de Hello veut savoir, généralement, je réapplique beaucoup plus fort. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer un peu ce que j'expliquais la dernière fois. On va rapidement terminer sur le Moyen-Orient. On va parler rapidement aussi, c'est un plus petit web journal, donc on va parler rapidement de la gestion de la perception de Kamala Harris par les patriotes. C'est ce que je pense qui est en train de se produire. Présentement, les sondages sont désastreux pour elle et il y a des raisons pour ça. On va parler aussi de Trump, le franc-maçon, et de ce truc Dark MAGA. Okay? Donc, Elon Musk est allé sur le stage avec Donald Trump et puis qui a dit qu'il était Dark MAGA. Et là, des personnes qui n'ont pas beaucoup de sens de l'humour et qui réfléchissent souvent au premier degré, ont pris ça comme quelque chose de très, très, très significatif. Alors, on va voir d'où est-ce que ça sort, qu'est-ce que ça mange en hiver. Et nous aussi, à Radio-Québec, on est Dark MAGA depuis très longtemps. Et donc, est-ce qu'on est, nous aussi, à rentrer du côté des forces obscures, etc. Donc, on va voir ça. On va essayer de faire ça rapidement. Les gens disent, il y a des gens qui m'ont écrit, tu sais, à cause que je fais la campagne de financement, les gens arrivent avec beaucoup d'idées et beaucoup de critiques aussi. Tu perds des abonnés parce que ci, parce que ça, tes web journaux sont trop longs, tu cherches toujours tes vidéos. Si ça, j'en ai et donc, on va essayer de faire ça court aussi. Mais dites-moi si le son et l'image sont corrects. Ce que vous devez comprendre de toute façon, ce que vous devez comprendre, c'est que la technique, c'est pas le fort de Radio-Québec. De toute façon. De toute façon. Nous autres, on fait de l'analyse ici. Fait qu'il va toujours avoir une image un peu... il va avoir un élément d'incomplétude au niveau de la technique. Ça fait partie de la game avec Radio-Québec. Je ne sais pas si... on fait de l'analyse, on fait pas... puis j'ai de la misère à travailler en équipe, fait que... il y a beaucoup de gens qui m'offrent de l'aide pour le son, etc. Mais je suis pas capable. OK? Donc, on accepte un élément d'incomplétude, mais on a une bonne analyse d'autre part. Il y a des gens que c'est le contraire, qui ont des super techniques, qui sont comme sharp as fuck. Et puis, c'est leur force. Ils ont des forces et des faiblesses. Nous, la technique, c'est pas notre force. Voilà. OK, alors, comme je disais la dernière fois, il y a des gens aussi il y a des gens aussi qui disent, je vais répondre aujourd'hui à une critique que j'ai reçue, une critique qui est correcte. Tu sais, je fais plus de web journaux où est-ce que c'est les questions-réponses du public, là, parce que les gens disaient qu'ils préféraient un web journal ordinaire, fait que j'ai laissé faire ça. Mais je vous entends, je lis les commentaires, même si je réponds pas tout le temps, je lis pratiquement tout. Je passe vraiment beaucoup de temps à lire ce que les gens m'écrivent. Donc, même si vous m'insultez, oui, je ne réponds pas, mais ça rentre. Les gens disent, il y a 3 ou 4 personnes qui m'ont écrit pour me dire, Alexis, on ne te reconnaît plus. On a de la misère à te suivre maintenant depuis quelques temps, etc. Je ne comprends plus ta politique, ou etc., etc. En particulier sur le Moyen-Orient. Je ne sais pas si j'ai donné comme la mauvaise impression la dernière fois, puisque je suis probablement la personne... avec Pierre Hilard, peut-être, mais lui, c'est dans un autre contexte complètement. Je suis la personne la plus cohérente sur le Moyen-Orient et on va faire on va montrer, je vais vous montrer, j'ai été chercher des extraits de vidéos que je faisais en 2019 qui expliquaient ma position sur le Moyen-Orient et vous allez voir que ça correspond exactement à ce que je dis aujourd'hui et ça n'a pas changé du tout. Donc, en 2019, je disais quoi? Je disais, c'est ces 2 extraits-là ici. Ce que vous devez comprendre, c'est que Trump s'est présenté, un petit flashback, là, Trump s'est présenté en 2015-2016 en disant qu'il allait arrêter les guerres. C'était ça sa promesse
au peuple américain, No more wars, plus de guerre. On ramène les troupes à la maison. Ça faisait partie de America First. Nous n'allons plus envoyer des troupes partout dans le monde, dépenser des trilliards de dollars pour des pays qui ne sont pas reconnaissants, alors que nos infrastructures sont en train de s'effondrer. On ramène les troupes. On n'est plus les gendarmes du monde. Là, imaginez comment se sentait Israël à ce moment-là. Là. C'est imaginez Trump contrôlé par les Lubavitch qui dit une chose comme ça. Et là, c'est ça. C'était le truc de ramener les trucs à la maison. Et là, mais il y avait évidemment, il y a des gens dans le monde qui n'ont pas intérêt à ce qu'on sait qui. Les gens qui n'ont pas intérêt à ce que Trump ramène les troupes. Ils veulent des forces américaines au Moyen-Orient pour faire leurs opérations, déstabiliser les pays voisins, etc. Et donc, à chaque fois que quand Trump disait on va ramener les troupes de Syrie, quand Trump avait une politique d'apaisement, etc., on va éteindre les foyers de djihadisme, etc., il y avait des trucs, des attaques au gaz à gauche et à droite. Et là, tout le monde blâmait Bachar el-Assad, le boucher de Damas, etc. Et là, Trump, comme j'ai dit au micro de Hello, Héloïse Bois, Hello veut savoir, j'ai dit, Trump, il va avec, si vous avez vu l'entrevue, elle est excellente, c'est sur mes plateformes, Twitter, Telegram, je dis Trump, il va, dans les déclarations publiques, Trump, il va avec ce qui est publiquement acceptable. Donc, il allait au micro, même si la politique, c'était de retirer les troupes de Syrie, il allait au micro en disant Bachar el-Assad est un boucher, etc. Et il envoyait des frappes de Tomahawk. Des frappes de Tomahawk qui ne portaient pas, qui touchaient, qui étaient sur des hangars vides. Il avait appelé la Syrie puis la Russie en premier en disant j'ai tout expliqué ça, mais c'est ça. Donc, mais les gens à l'époque disaient Trump rompt ses promesses. Trump avait dit plus de guerre. Et là, maintenant, il envoie des missiles Tomahawk. Il est comme George Bush. C'était ça à l'époque. Et là, ça, c'était en 2019, en avril 2019. Et là, c'est là que j'ai pris comme le bâton du pèlerin, puis j'ai commencé à expliquer aux gens que c'était pas des vraies frappes, que c'était pas la Troisième Guerre mondiale, ce que je fais encore aujourd'hui, qu'il fallait lire, il y avait un double jeu avec Trump, qu'il fallait lire ça au deuxième degré, que les frappes n'allaient pas avoir de conséquences. Parce que quand Trump, tu sais, là, on était en 2017 et 2018, on était encore comme dans la perspective des États-Unis qui débarquent. Et puis là, les frappes aériennes, les avions, zones d'exclusion, les troupes au sol, le renversement de régime, comme ils avaient fait en Libye avec Kadhafi, etc. Et là, ils recommençaient avec... on savait que l'objectif, c'était Bachar el-Assad et Damas. Et donc, on rentrait dans l'engrenage de guerre. C'était lourd, là. On sortait de la Libye avec Kadhafi. Et là, on rentrait dans l'engrenage de guerre en Syrie. Puis là, j'étais, comme là, encore une fois, le seul à dire non, 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 ces frappes-là ne sont que du tape à l'œil. Il n'y aura pas d'enchaînement, etc. Déjà, je le disais en 2019 et là, on est en 2024 et je dis toujours la même chose parce qu'on a une vision d'ensemble. Et je vais vous montrer donc ces extraits-là qui vont faire comprendre beaucoup de choses. Et après, on va juste passer à travers. Et vous allez voir que ma position est cohérente et qu'elle mène vers la complétude du processus de paix au Moyen-Orient. Oui, il y a des vidéos très troublantes qui sortent à gauche et à droite. Est-ce qu'il y a de la manipulation vidéo? Fort probablement. Est-ce qu'il y a de la souffrance indue? Oui, mais on s'en va vers la paix. Okay? Donc, en premier, en Syrie, ça c'était... vous pouvez les trouver sur la chaîne Odyssée. Donc, sur Odyssey, si vous descendez tout en bas, c'est le seul endroit où mes vidéos ont été conservées finalement. Et vous avez ça ici. Donc, Troisième Guerre, celui-là ici, Troisième Guerre mondiale, frappe en Syrie. OK, je vous montre un petit extrait de ça. Ça va... Alors, bonjour, alors on va parler de cette intervention américaine qui a eu lieu en Syrie récemment. J'aurais dû faire la Syrie avec une salve de missiles Tomahawk. Et là, la toile s'est enflammée. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, Trump est compromis, il a tourné sa veste. Et moi, j'ai trouvé ça passablement drôle parce que ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est exactement la même chose qui s'est passé l'année dernière. Et là, on disait non, non, c'est différent cette année. Non, c'est absolument pas différent. C'est exactement la même chose. C'est du Trump, c'est la politique spectacle du Trump à 100%.
qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière? Eh bien, quelques mois après son arrivée, son assermentation, Trump avait annoncé qu'il y avait un changement de politique face à la Syrie de Assad. Hein. L'administration Obama était pour le changement de régime, pour renverser Assad, et Trump avait annoncé qu'il n'était plus question de changement de régime, qu'Assad pouvait rester. Et quelques jours après cette annonce, bang, une attaque chimique dans le nord du pays, hein, qu'on a attribuée sans aucune preuve à Assad. Et là, les États-Unis, Trump, contre toute attente, a envoyé une salve de missiles Tomahawk en Syrie pour punir Assad. Et là, tout le monde disait c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, je veux dire, l'engrenage, les Russes vont rappliquer, etc. Les Russes avaient été avertis à l'avance, avaient laissé passer les missiles qui étaient tombés dans des hangars. Hein. Ils étaient tombés, je veux dire, sur une base vide. Ils avaient été avertis à l'avance, ils avaient retiré les avions et c'était rien passé. Je pense même pas qu'il y avait eu de mort. Il y a peut-être eu un mort ou deux. On le saura, finalement, on le saura jamais. Mais voilà, c'est une frappe qui était... Donc, vous voyez un peu, c'était quoi? Ça, c'était en 2019, encore une fois. Pas de Troisième Guerre mondiale, des frappes symboliques, etc. C'est exactement ce qu'on a vu dans la dernière vidéo que j'ai faite le dimanche dernier, c'est-à-dire que c'est des frappes tape à l'œil qui ne font pas réellement de dommages. On est sur cette logique-là, c'est la même chose. Et il n'y a jamais de riposte sérieuse, il n'y a pas d'engrenage. Vous comprenez qu'il n'y a jamais d'engrenage. Il n'y a jamais genre, tu sais, comme quand les Américains envoient, je veux dire, des missiles pour déloger Saddam Hussein, ce sont des vraies frappes aériennes qui font des vrais dommages et avec des conséquences catastrophiques pour le régime en place, etc. On frappe les stations d'épuration d'eau, les sites de radar. Il n'y a aucun site de radar qui a été frappé, tu sais, lors de la frappe de la semaine dernière. Et donc, on voit tout de suite que c'est des frappes tape à l'œil. On voit tout de suite que c'est des frappes tape à l'œil. Et donc, on est dans la même logique de ce que j'expliquais il y a 5 ans. C'est toujours le même truc, c'est les mêmes pantins, le même décor, c'est les mêmes petites marionnettes, c'est le même show. C'est le même show. Puis les gens, il y a comme les crackpots de la Troisième Guerre mondiale qui sont, c'est pour ça que j'appelais ça l'apocalypse, le syndrome de l'apocalypse, sont toujours en 2019. C'était les mêmes personnes qui attendent l'apocalypse, qui nous disaient Alexis, c'est l'apocalypse. Puis je faisais la vidéo pour répondre à ces gens-là. Puis je fais des vidéos depuis toujours pour répondre à ces gens-là avec la même affaire qu'il n'y a pas d'hostie de Troisième Guerre mondiale. Parce que c'est convenu. Parce qu'il y a de la diplomatie en coulisses. Et comme le dit Thierry Messant, on va écouter la vidéo, il y a une entente États-Unis, Israël, Iran. Il y a une entente États-Unis, Israël, Iran. C'est ce qu'il dit dans la vidéo. La seule différence entre Thierry Messant et moi, c'est que lui pense que Soleimani est réellement mort et comment il s'appelle? Nasrallah est réellement mort. Moi, je ne pense pas qu'ils sont morts. Okay? Et de toute façon, même s'ils n'étaient pas morts, je ne pense pas que Thierry Messant aurait la liberté de dire qu'ils sont encore vivants. Thierry Messant est avec les services de renseignement de ces pays-là, il y a des contacts, etc. Jamais Thierry Messant ne pourrait avoir la liberté de dire Soleimani est vivant ou Nasrallah est vivant. Jamais il ne pourrait le dire. Ce serait comme s'il trahissait l'Iran ou c'est comme s'il trahissait le Liban, etc. Donc, il ne pourrait jamais dire ça. Nous, à Radio-Québec, on a la liberté de dire que ce sont des frappes symboliques sur Soleimani, Nasrallah, etc. Okay? On va voir ce qu'il dit tout à l'heure, mais ça, c'était... Donc, ça, c'était... pour les frappes en Syrie. Et là, après ça, bang! Trump qui résilie l'accord que Obama avait signé avec l'Iran. Cet accord, il faut voir cette vidéo-là autour de l'Iran. Et la vidéo s'appelle « Trump le pacificateur ». Donc, il résilie l'entente avec l'Iran. Et là, les mêmes personnes encore disaient « c'est le début de la Troisième Guerre mondiale ». Trump avait nommé John Bolton, que j'ai montré, l'espèce de faucon pour régler le problème de l'Iran. Tout le monde pensait qu'on s'en allait contre l'Iran, etc. Puis je disais « non, 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 il faut voir ce que Trump a... je veux dire, il faut remettre tout ce que Trump a fait dans son contexte. Je vous montre la vidéo et vous allez comprendre qu'il y a une continuité. Et pour les personnes qui disent « je ne te reconnais plus, Alexis, tu as changé, etc. » Comment est-ce que je peux avoir changé quand je fais exactement la même chose qu'il y a 5 ans? À la rigueur, c'est comme le jour de la marmotte pour moi. Tu sais, c'est ça ici, je l'avais ici. Ce dimanche dernier, je l'avais regardé, c'est Bart Simpson. Tu sais, c'est... qui se fait électrocuter à chaque fois, puis qui n'apprend pas. Ça, c'est les gens qui parlent de la Troisième Guerre mondiale, ça. Tu sais, c'est...
Ils n'apprennent pas. À chaque fois, il y a une nouvelle frappe de missile ou quelque chose comme ça. C'est la Troisième Guerre mondiale. C'est comme tu mets ta main sur le truc, tu te fais brûler. Au! Au! Je pense qu'il y a une image, j'ai cherché l'image avec Homer Simpson. Au! 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 Ils font toujours la même erreur de penser que c'est la Troisième Guerre mondiale. Puis c'est jamais la Troisième Guerre mondiale. La seule perspective qui vaille, c'est la mienne, c'est celle qui, je veux dire, c'est la nôtre à Radio-Québec, celle qui est partagée par beaucoup de personnes quand même. Et je voulais aussi dire, je vais vous montrer la vidéo sur l'Iran, mais je voulais aussi dire que je ne m'adresse pas aux auditeurs. Quand je dis là, comment je l'appelais ça, le syndrome de l'apocalypse, les gens qui sont toujours là-dedans, là, je ne parle pas des personnes sur Twitter, de mes auditeurs, etc. Je parle de chroniqueurs, des influenceurs, des chroniqueurs, des YouTubers. C'est de ça que je parle. C'est des gens qui ont une audience, là, puis qui ramènent toujours la Troisième Guerre mondiale, puis le Grand Israël. Puis, c'est comme... Je m'excuse d'être... c'est juste, c'est ça, c'est le jour de ça fait 5 ans que c'est le jour de la marmotte pour moi. C'est toujours la même chose, je répète les mêmes choses. Puis j'ai toujours raison sur la durée. Et comme je le disais dans le dernier web journal, c'est-à-dire que à force d'avoir des points, on commence à voir la tendance, puis la tendance, c'est la paix. Fait qu'indépendamment de ce qu'on voit, ce que vous voyez, c'est les derniers soubresauts. On détruit les dernières menaces à la sécurité d'Israël pour s'en aller vers la paix. Je vous montre ce que je disais sur l'Iran en 2019, alors que tout le monde, encore une fois, ça c'était un mois plus tard, je pense, encore une fois, tout le monde disait « Alexis, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, on s'en va vers un affrontement avec l'Iran, etc. » Bonjour. Alors, le président Trump vient de résilier un peu plus tôt cette semaine l'accord avec l'Iran sur le nucléaire et ça fait beaucoup jaser. Les gens disent encore une fois que Trump a reviré sa veste, qu'il est sous le contrôle des néoconservateurs aux États-Unis. Les Lubavitch, les Lubavitch, les Lubavitch. Qu'il est le pantin des zionistes, du lobby israélien, qu'il fait le jeu d'Israël, etc. Alors, on va voir dans cette vidéo un petit peu ce qui en retourne. Moi, je suis pas mal sceptique quant à ces interprétations-là. En général, quand j'analyse la politique du président Trump, en tout cas en ce qui concerne l'Iran, là, il faut l'inscrire dans ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, hein, il y a 2 pays, il est passé par 2 pays. Hein, il est passé par l'Arabie Saoudite et par la Corée du Nord. Et en Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé demander au prince Salman de cesser le financement du wahhabisme, des rebelles en Syrie, de l'État islamique, hein? Donc afin d'apaiser les tensions. Lui-même a coupé le financement aux rebelles dans le nord de la Syrie, là, les rebelles qu'on disait modérés, qui n'étaient pas du tout des rebelles modérés, qui tentaient de renverser le gouvernement Assad. Il a coupé aussi le financement récemment aux casques blancs, ces espèces d'observateurs qui sont là, liés à la CIA, liés au Mossad, là, qui sont jamais très loin de... Chaque fois qu'il y a une attaque au gaz en Syrie, ils sont toujours dans les parages, hein, bizarrement. Alors, il a coupé le financement aux casques blancs, aux rebelles modérés en Syrie. Il a demandé à l'Arabie Saoudite d'en faire de même. Il a modifié la politique d'apaisement, je veux dire, la politique de changement de régime en Syrie, donc dans une logique d'apaisement des tensions. En Corée du Nord, il a fait exactement la même chose. On pensait encore une fois qu'il allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais comme j'ai dit dans mon vidéo sur la Corée du Nord, l'administration Trump avait une politique d'apaisement et de réconciliation entre les 2 Corées. Et là, on arrive à l'Iran. Mais ce n'est pas à cause qu'on arrive à l'Iran que je veux dire que c'est complètement différent. Il faut lire sa politique en Iran dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et partout où est-ce qu'il est passé, il apaise les tensions. D'accord? Alors, voilà. D'accord. Partout où il est passé, il apaise les tensions. Là, maintenant, on arrive à la fin. Là, après ça c'était en 2018. En 2019, je l'ai expliqué, il a eu de multiples occasions d'attaquer l'Iran. On lui a fourni sur un plateau d'argent les possibilités d'attaquer l'Iran. Il n'a rien fait. Il a fait le contraire. Il a enlevé les troupes américaines d'Irak et d'Afghanistan. Au lieu d'attaquer l'Iran, comme le voulaient Benjamin Netanyahou et les Lubavitch et les sionistes ou whatever, pour le Grand Israël, il a enlevé les troupes américaines de la région. Et donc, c'est ça. Par la suite, il y a eu la frappe contre Soleimani, mais j'ai expliqué exactement, vous savez, ma position, je l'ai expliqué à 1000 reprises. C'était pour paver la voie à un processus de paix et il y avait une entente. Donc, on ne se dirigeait pas là non plus
vers la Troisième Guerre mondiale. Comme le dit Thierry Messon, il y avait une attaque avec l'Iran, ça pavait la paix à une entente. Ce qui s'est produit un mois plus tard, l'entente, etc. Même chose. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a une continuité avec dans la politique de Donald Trump qui perdure dans le temps. C'est un pacificateur. Ce qui se passe dans le sud du Liban, c'est la destruction des infrastructures militaires du Hezbollah, les bunkers, les dépôts de munitions, etc. L'armée israélienne détruit les bunkers, etc. Il ne reste... On fait la même chose qu'avec le Hamas, avec le Hezbollah. On démilitarise les milices qui pourraient poser une menace à Israël. Israël va avoir la certitude. Tu ne peux pas juste dire, nous avons signé un texte, vous comprenez? Donc, Israël va avoir la certitude que les bunkers sont réellement détruits, donc il faut absolument que ses troupes soient sur le terrain pour détruire les bunkers. C'est pas clair qu'il y a autant de morts qu'on dit dans les deux cas. Il y en a sûrement, là, mais je ne veux pas minimiser la souffrance, mais il y a des personnes qui ont tout à fait intérêt à augmenter, à exagérer les morts, etc. Se fier au ministère de la Santé de Gaza pour le nombre de morts, c'est la masse. Prendre les chiffres sans aucun recul, c'est complètement... Mais évidemment, il y a des morts, mais j'ai tout expliqué ça. Là. Israël, évidemment, agit comme... Certains soldats agissent comme des chiens sales. On l'a vu, on a vu les images et tout, mais le truc, c'est qu'au-delà de ça, mais c'est pour ça que Trump a aussi pris ses distances un peu de Benjamin Netanyahu, mais au-delà de tout ça, l'idée derrière ça, de la géopolitique de tout ça, c'est de détruire les infrastructures visuellement sur le terrain, détruire les dépôts de munitions, les infrastructures, etc., pour que la sécurité puisse... pour qu'Israël puisse avoir des garanties de sécurité, parce qu'on s'en va vers la paix, OK? OK. Donc, et là, je vais poser encore une fois, partager ces textes-là. J'ai publié ça aujourd'hui. C'est deux questions que je pose aux personnes qui disent qu'on est sur le bord de la Troisième Guerre mondiale tout le temps, là, et aussi les théoriciens du Grand Israël. Si Trump est contrôlé par je le répète une dernière fois, parce que ces gens-là ne veulent pas entendre. Et on va voir, je vais arriver plus loin avec d'autres trucs sur Trump franc-maçon, Dark MAGA, etc. Vous allez comprendre qu'il y a une partie d'Internet qui est complètement, genre, qui veut rien savoir, qui est dans une espèce de logique, les Français disent, comment ça s'appelle, en roue libre, qui sont en roue libre. Encore une fois, si Trump était contrôlé par les Lubavitch ou par les sionistes, pourquoi les États-Unis ont-ils retiré leurs troupes d'Afghanistan et retiré leurs troupes d'Irak? L'Iran est comme coincé. On sait que Netanyahou, les sionistes, veulent détruire l'Iran et le nucléaire iranien. Vous le savez, ça, ils veulent détruire... ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Ils ont besoin des États-Unis pour attaquer l'Iran. Donc, comment ça se fait que les États-Unis enlèvent leurs troupes s'ils sont contrôlés par Israël, bande de crétins? Et c'est ça que je pose ici comme question. Question pour les zélotes de la théorie du Grand Israël. Comment se fait-il que Trump, contrôlé par les Lubavitch, n'ait ni attaqué l'Iran, il a fait le contraire, il n'a pas attaqué l'Iran quand il y avait la chance, et il a, en plus de ça, retiré les troupes. Dans la logique de America First, on ramène les troupes à la maison, comme il avait dit dans sa campagne de 2016. Il n'a ni attaqué l'Iran, ni renversé Bachar el-Assad en Syrie, comme le souhaite Netanyahou. Il n'a fait ni l'un ni l'autre, alors qu'il était en poste. Il était contrôlé, il était en poste, il avait le contrôle sur l'armée américaine, mais il n'a non seulement pas attaqué aucun des deux pays qu'Israël voulait qu'il attaque, mais il a plutôt enlevé les troupes de ces deux pays-là. Question pour les illuminés de la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi Trump, le sioniste, a-t-il retiré les troupes US de l'Irak et de l'Afghanistan, désenclavant du coup l'Iran et donnant de l'oxygène aux mollahs? Ils ne seront jamais capables de nous expliquer ça. Ça, c'est de la réelle géopolitique. C'est de la réelle géopolitique. Tu le vois par les actions, indépendamment des mots qui sortent de la bouche de Trump, que tu vois Trump, comme aujourd'hui ou c'était hier, sur la tombe du Lubavitch avec sa petite casquette, etc. Indépendamment de ça, il retire les troupes. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'il retire les troupes, Israël ne sera pas capable de renverser ni la Syrie ni l'Iran. Et donc, il n'y aura pas de Grand Israël. Il n'y aura pas de Grand Israël. Les frontières vont être stabilisées, etc. Et c'est exactement ce que dit Thierry Messon. OK? Donc, ça ne repose sur rien de géopolitique. Ils sont juste capables d'arriver avec le fait que
une image, par exemple, Trump avec une kippa, mettons, et là, on dit compromis ou we're so fucked, comme le dit ici Stu Peters. Quel hostie d'imbécile, ce gars-là. We're so fucked. On va en prendre plein le cul à cause que Trump a une kippa, etc. Ce que vous devez comprendre, l'argument ultime de ça, je vais le répéter, je vais la poser sur Internet parce que les gens n'écoutent pas les web journaux, mais sur Twitter, vous allez partager ces choses-là. Puis c'est que si tu veux, Trump c'est un pacificateur. Vous l'avez ici, là, Trump, le pacificateur, c'est ce que j'explique depuis 2019, avec la Corée du Nord, avec tous les pays, avec l'Arabie Saoudite, on a réduit les djihadistes, la Syrie, etc. C'est un pacificateur, c'est juste ça qu'il fait. Il a fait ça partout dans le monde. Si Trump veut faire la paix au Moyen-Orient avec les accords d'Abraham et tout ça, etc., s'il veut négocier la paix, s'il veut régler, s'il veut ramener les troupes à la maison, etc., il doit être perçu comme un ami d'Israël. Tu peux pas juste arriver puis dire, genre, comme... Tu sais, comme... tu peux pas... Tu dois être perçu comme un ami d'Israël si tu veux négocier. C'est le fondement de la diplomatie. Le fondement de la diplomatie, c'est que les deux parties avec qui tu négocies doivent te considérer comme une personne crédible, un ami, un allié, une personne crédible. Les deux doivent avoir des garanties pour négocier. Tu comprends-tu ça? C'est-à-dire que Trump ne peut pas cracher sur les Juifs s'il veut faire la paix. Trump doit mettre une kippa s'il veut négocier la paix, s'il veut arriver avec Mahmoud Abbas, puis l'autre, puis il doit être crédible des deux côtés. Ces gens-là sont des tarés. C'est comme... non, je ne devrais pas dire ça. Je m'emporte inutilement. Là, c'est moi qui est enroulé. Là. Mais j'ai tout expliqué ça dans Trump 101, Trump 102, compromis, etc. Mais ça semble aller nulle part, tout ça. Là, parce que juste une image comme ça, indépendamment de tout ce que Trump dit, il a arrêté Epstein, tout ce que Trump dit, fait, etc. Il voit une kippa, puis c'est comme... C'est la fin de l'analyse. La kippa, c'est la fin de l'analyse, tu sais. Et donc, voilà. Donc, c'est ça pour les gens, c'était le grand tour pour les gens qui disent que, on est déjà à 30 minutes, pour les gens qui disent que, Alexis, on ne te comprend plus, et c'est la même chose avec la dernière frappe israélienne, la frappe de l'Iran sur Israël. Il y a une entente entre les deux, entre l'Iran et Israël. Il y a une paix régionale, on se dirige vers la paix régionale. Sortez de l'événementiel, regardez la vision synoptique, on se dirige vers la paix régionale. Et c'était une frappe bidon parce que jamais ils auraient pris la chance de déclencher la Troisième Guerre mondiale. S'ils avaient voulu vraiment frapper, ils auraient frappé des installations énergétiques, des installations, etc., etc. C'est ce qui n'a pas été fait. Okay? Puis en plus de ça, c'était bidon, comme je l'ai expliqué, avec des tu dans le ciel, etc. Ce qui a frustré le Mossad, qui a peut-être fait en sorte qu'ils ont coupé mon feed. Maintenant, ça c'est encore une fois, donc je dis, les gens ils disent jonque avec la kippa. Je vous montre la vidéo de Thierry Messan, elle est intéressante parce que ce gars-là, même si on n'a pas la même perspective sur Nasrallah, et moi en fait j'ai beaucoup plus de... Il semble dire que... Lui il dit que Nasrallah a été trahi, mais moi je pense pas que c'est ça. Moi je pense que Nasrallah est comme... beaucoup plus rusé que ça. Ils ont jamais... S'ils avaient pu le trahir maintenant, ils auraient pu le trahir avant. Ça aurait pu être fait avant, etc. Le timing, maintenant, indique étant donné que, comme je le disais, on se dirige vers la paix avec Zelensky, etc., c'était le temps de retirer Nasrallah. Timing, cui bono, vision synoptique, etc. Mais je vous montre quand même Thierry Messan, qui est un analyste très, très, très intéressant pour le Moyen-Orient. Par le président Ahmadinejad, et j'ai été arrêté alors qu'on savait que j'étais son invité. Voyez, bon, c'est... Donc, en Iran, il y a des gens qui sont violemment contre Israël et d'autres qui sont violemment pour Israël. Il faut le savoir, ça. Il faut arrêter de présenter ce pays comme uni. Ça n'existe pas, ça n'est pas le cas. En Iran, il y a des gens violemment pour Israël. Thierry Messan est généralement contre Israël, je pense. À moins que je ne m'abuse, là. Mais là, il dit, il y a des gens, il explique dans la vidéo, il y a des négociations entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Il y a des communications, des canaux de communication, de la diplomatie parallèle entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Et donc, c'est pas vrai que Israël a frappé, que l'Iran a frappé Israël. Et la vidéo s'intitule « L'Iran a-t-elle réellement attaqué Israël ?» Et il donne la réponse vers la fin de la vidéo.
l'Iran discute avec les États-Unis depuis plusieurs mois. Et c'est L'Iran discute avec les États-Unis depuis plusieurs mois. En fait, c'est depuis plusieurs années. C'est depuis 2019. J'ai tout expliqué ces négociations-là en 2019. Trump s'est retenu, n'a pas attaqué l'Iran, a fait preuve de bonne foi, a même donné la liste des agents de la CIA à l'Iran comme preuve de bonne foi. Et ça fait des années qu'il y a des discussions et on s'en va vers la paix. dans le cadre de ces discussions qu'a eu lieu la récente élection présidentielle. En Iran, il y a des élections, mais pour se présenter aux élections, il faut être agréé. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est la faction qui est opposée à l'idée de l'axe de la résistance qui est en train de prendre le dessus. Donc là, je viens à ta question. Je dis d'abord que l'opération qui a eu lieu hier doit être comprise de la manière suivante. Si on a lancé 180 missiles, c'était des missiles de mauvaise qualité et la plupart n'ont pas été arrêtés par l'Alliance Atlantique, mais par le dôme de fer ou la fronde de David quand ils sont arrivés sur Israël. S'il y a eu des missiles hypersoniques, ceux-là auront atteint leur cible. Mais je ne sais pas aujourd'hui s'il y en a ou pas. S'il n'y en a pas eu, c'est juste un feu d'artifice qu'on a fait pour dire, voyez, on est contre l'Israël. C'est un feu d'artifice. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est un feu d'artifice. On ne sait pas exactement ce que c'est. Il n'y a rien de critique qui a été touché et ça n'a été qu'un feu d'artifice, comme j'ai expliqué. Merci, là, tous ces géopoliticiens là, qui m'ont rentré dedans la semaine dernière parce que je disais que c'était un feu d'artifice et que ce n'était pas une frappe réelle. Merci beaucoup. C'est de la mise en scène. Est-ce que tu en... Quoi? Une mise en scène? Une mise en scène? Thierry Messant dit que la frappe était une mise en scène. En train de nous dire qu'au fond, tout ça, c'est une mise en scène, que seuls les gogos y croient, et que dans quelques mois, l'Iran va bénéficier d'une levée de sanctions de la part des États-Unis, et que, au fond, les pro-américains en Iran vont triompher et vont imposer aux Iraniens une communication sur maintenant on fait copain-copain. Alors, je n'en sais rien, je dis que c'est une possibilité. Alors, il est très prudent. Nous autres, on est un petit peu moins, on est un petit peu plus affirmatif, mais c'est ça. Donc, c'est une mise en scène. Voilà. Donc, ça règle la question, ça termine le segment sur l'attaque, etc., qu'on avait entamé dimanche dernier. Maintenant, toujours dans la même ligne de Trump est contrôlé par les Lubavitch, j'ai vu dimanche dernier un sondage passer sur Twitter qui demandait aux gens, Trump est-il un franc-maçon? Hein? Est-ce que Trump est un franc-maçon? Est-ce que Trump est un Freemason? Et puis là, il y a comme 20% de personnes qui ont dit oui, puis il y a comme un autre 16% qui étaient comme ambivalents, alors que, ça, évidemment, ça ne repose sur rien. Il n'y a jamais aucun... Tu sais, normalement, premièrement, je pense que quand tu es franc-maçon, tu dois l'admettre. C'est une des règles du truc, là, tu dois dire que tu es franc-maçon. Trump n'est pas franc-maçon. Il n'est pas franc-maçon. Il n'y a aucune... Tu sais, moi, j'ai appris cette semaine que Matt Groening était franc-maçon, tu sais, le créateur des Simpsons. Je ne le savais pas. Mais les gens disent franc-maçon 33e degré. Il n'y a pas de preuve de ça, je pense. Là, mais je l'ai appris cette semaine parce que tu dois le dire quand tu es franc-maçon. Trump n'a jamais été franc-maçon. Il n'a jamais été franc-maçon d'aucune façon. Mais il y a comme... presque 40% des gens, 39, 37, 38% des gens qui pensent que oui ou peut-être qu'il est franc-maçon. Ça, c'est dans notre gang, là, tu sais, c'est comme... Et là, évidemment, tu te demandes, là, tu te dis, genre, tu sais, ils se font toutes sortes d'idées sur Trump, etc. Et le truc, c'est que, évidemment, ça fait partie de... Je pense que Léo appellerait ça du framework disarm ou de l'espèce de tentative de s'aborder la résistance et l'appui à Trump, de l'essayer de le faire passer pour un compromis, un franc-maçon, dans le genre, il ne se serait jamais rendu là s'il n'avait pas été franc-maçon. Il y a juste les francs-maçons qui arrivent au-dessus, etc. Il s'est appuyé sur l'intelligence militaire, les patriotes dans l'armée, sur un petit groupe de personnes dans l'intelligence militaire, avec du renseignement militaire pour arriver au sommet. Vous comprenez ce qui s'est passé, là? Et il y a eu contre lui
La totalité de l'establishment. Comment vous pouvez dire qu'il s'est rendu au sommet? Il y a eu les deux partis contre lui, Parti républicain, Parti démocrate. J'ai déjà tout expliqué ça. Le Parti républicain ne voulait rien savoir de Donald Trump. Il y a eu contre lui tous les médias, contrôlés par les zionistes en plus, là. Toutes les médias, tu regardes comme les gens, là, les théoriciens de la Troisième Guerre mondiale, de Trump contrôlé par les zionistes, là. Là, les gens qui disent Trump est contrôlé par les sionistes, c'est les mêmes qui disent les sionistes contrôlent les médias. Mais comment ça se fait que Trump, contrôlé par les sionistes, a eu l'ensemble des médias contrôlés par les sionistes contre lui, je veux dire, entre guillemets, là, dans leur argumentaire. Ils ne sont pas... Est-ce que vous suivez la politique américaine? Moi, à tous les jours, là, je regarde les nouvelles, CBS, ABC, CNN, Fox, etc. Il s'est pris la totalité des médias contrôlés d'en face, comme personne, il n'y a jamais eu dans l'histoire. Premièrement, là, je lisais aujourd'hui quelqu'un qui disait Trump est comme potentiellement l'antéchrist. L'antéchrist sera aimé de tous, etc. Ah ouais, ça, c'est clairement la preuve que Trump n'est pas l'antéchrist, puisqu'il est détesté par tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point les gens détestent Trump. Aller en France, poser la question, faites un vox pop dans la rue, aller à Montréal, à Toronto, faites un vox pop dans la rue, demandez aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de Donald Trump. Ça s'améliore avec le temps, mais c'est pas comme si c'était quelqu'un d'apprécié. C'est pas, tu perds ta job quand tu dis que tu es pro-Trump. C'est pas. Et il s'est pris. La dernière fois qu'il y a eu autant de propagande, ça, c'est la propagande de niveau militaire. Avec l'ensemble de la société. J'ai expliqué l'ère de la propagande totale, où est-ce que l'ensemble de la société est militarisé contre une idée, contre un... On met tous les segments de la société à contribution. Eh bien, Trump s'est pris l'ensemble de la société dans la gueule. Et la dernière fois que ça a été à ce niveau-là, c'était... même Saddam Hussein a eu un traitement plus doux que Donald Trump. Pensez-y correctement, là. Saddam Hussein, Kadhafi, etc., ça a été des mensonges localisés, etc., mais ça n'a pas été comme total comme Donald Trump. Il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale, probablement justifié. Les Allemands, etc., là, il fallait mobiliser tout le monde contre... Ils disent Trump est le nouvel Hitler. Comment vous pouvez dire que Trump l'a eu facile? Trump est un franc-maçon, puis il a monté jusqu'au sommet, puis... ça repose sur quoi? Il s'est pris la plus grosse campagne de propagande militarisée depuis la Deuxième Guerre mondiale contre lui, puis une tentative de déstabilisation avec l'histoire de collusion avec la Russie, puis après ça, les médias, puis c'est comme... on a tous suivi ça à Radio-Québec, ça a été extrêmement palpitant. Okay? Puis il s'en est sorti parce qu'il y avait le contrôle du renseignement militaire, puis des patriotes dans les forces armées américaines, un petit nombre de personnes des forces spéciales. Il a réorganisé le commandement, il a retiré le contrôle des forces spéciales à la CIA. Il l'a mis comme un commandement séparé. Vous comprenez, c'est en cooptant les généraux. C'est une opération très, très, très particulière. Puis c'est comme ça que ça a réussi. Pas parce qu'il est franc-maçon, contrôlé par les sionistes, etc. Mais on voit plein de ces genres de vidéos-là, ici, comme celle-là, ici. C'est Donald Trump... 33e degré de la franc-maçonnerie. Je l'ai déjà montré. Il faut que je la remonte parce que le sondage m'a juste sidéré. Presque 40% des gens qui pensent qu'il est franc-maçon ou peut-être franc-maçon. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, voilà. Trump en plein rite initiatique de la franc-maçonnerie. Vous avez même le compas et l'équerre en haut à gauche pour montrer que c'est bien un franc-maçon, ils sont dans une loge. Et là, les commentaires sur Twitter, il était à la loge dure, en train de recevoir une initiation du 33e degré rite écossais maçonnique. Avec la musique et tout. Or, c'est pas ça, évidemment. C'est ça ici. C'est Trump reçoit un doctorat honorifique de l'université de... Je me rappelle plus c'est quoi. De Aberdeen, l'université d'Aberdeen. Je pense que c'est en Écosse parce que Trump a des racines écossaises. Sa mère est écossaise. Et donc, l'université écossaise lui a donné un doctorat honorifique. Vous pouvez le voir ici dans le même habit avec le même monsieur à côté de lui. C'est bel et bien Trump.
Vous l'avez dans plusieurs nouvelles, c'est bel et bien Trump qui reçoit un doctorat. Et donc, s'il était franc-maçon, pourquoi on nous montre des vidéos comme ça? S'il était réellement franc-maçon, là, ils auraient de la merde contre lui. Ils auraient une vidéo, il y a sûrement une vidéo cachée de Donald Trump en train de recevoir un rite initiatique. Là. Où elle est, cette vidéo-là? Pourquoi on est obligé de montrer des trucs complètement fabriqués comme ça? Un autre truc qu'on voit souvent, c'est ça ici. On voit Trump dans un livre, A Way to the Top. Oui, c'est donc un livre, A Way to the Top. Et là, les gens font un montage. C'est-à-dire, le livre est genre... c'est le livre sur des conseils en affaires. Best Business Advice I Ever Received. Donc, tu sais, souvent, ça, c'est des livres, quand tu es une personne comme un milliardaire, comme Trump, etc., les gens viennent te proposer c'est pas toi qui as écrit le livre, c'est une compilation d'articles. Toi, quelqu'un signe, rédige l'introduction, tu signes ton nom en bas, tu reçois genre, tu sais, je sais pas, comme 5% des bénéfices. Il y a beaucoup de trucs comme ça, là, tu sais, pour les stars. Vont comme, tu sais, pensez-vous réellement que tous ceux qui écrivent des biographies, des autobiographies, des livres, etc., ce sont eux qui rédigent ça, là, ce sont souvent des cruches, des sportifs, etc. Non, c'est ce qu'on appelle des ghostwriters qui écrivent ça. Mais c'est pas ça. Ici, c'est même pas ça. Donc Trump n'a pas écrit ce livre-là, mais il l'a autorisé, etc. On utilise ce livre-là pour dire que Trump, regardez ça ici. Introduction, Donald J. Trump. Et là, ici, vous avez encerclé One day, when my Kabbalah teacher, Ethan Yardeni, asked how I was doing, I told him. Et là, on dit, voici, Trump a un jour, quand mon professeur de Kabbalah, le Kabbale, là, et là, on dit, et là, il colle ça avec une image de l'introduction. Introduction d'un bord, et de l'autre côté, c'est ça. Et là, c'est tout d'un coup, c'est ça. C'est le truc, le zioniste, Trump, blabla. Et là, on fait des collages, des montages. Le truc, c'est que c'est pas ça. Hein. C'est pas. D'un côté, il y a l'introduction, mais de l'autre côté, c'est ça ici. C'est le segment. C'est des segments, c'est plein de collaborateurs. Et là, c'est un des collaborateurs dans le livre qui écrit dans sa section « Mon professeur de Kabbalah », de Kabbale, la Kabbale, c'est la mystique juive, là. C'est pas... ça existe, là, la Kabbale, c'est de la mystique juive, là. Donc, c'est pas une théorie de la conspiration, là. Ce que je veux dire, c'est un pan religieux reconnu de la religion juive, là. Et là, donc, il dit ici, et c'est lui, c'est Guy Oseary. Guy Oseary, il dit « Mon professeur de Kabbalah » dans son chapitre à lui. Mais là, les salopards sur Internet prennent l'introduction de Donald Trump et la première page du chapitre de Guy Oseary, puis collent ça ensemble comme si c'est Trump qui avait écrit ça. Or, c'est pas Trump qui a écrit. Puis là, il dit « My Kabbalah teacher ». Je l'ai vu comme à peu près genre à 10 reprises sur Twitter. Les gens, quand je défends Trump, les gens me sortent cet article-là. « Trump a une Kabbalah ». C'est pas Trump qui a écrit ça, c'est lui ici, Guy Oseary, c'est un juif, blablabla. Puis il y a un professeur de Kabbale, puis blablabla. C'est ça, c'est Guy Oseary, c'est pas Donald Trump. Il y en a plein des comme ça. Donc... c'est pour ça qu'il y a comme 39% des gens qui doutent, qui pensent que Donald Trump est de la franc-maçonnerie. Parce que c'est des montages comme ça, alors qu'il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu. Il ne fait partie d'aucune société secrète. Je l'ai répété à 1000 fois, à 1 millier de reprises. Et il y a même, comment il s'appelle, Newt Gingrich, l'ancien speaker républicain sous Bill Clinton, qui l'a expliqué en ondes. Il a dit, je pense que c'est Sean Hannity qui lui pose la question, je l'ai déjà montré le vidéo, il dit « Pourquoi Trump est aussi détesté que ça? Il n'y a aucun parti qui veut de lui, il se fait attaquer de toutes parts, etc. » Puis il dit « Parce que c'est un outsider, c'est quelqu'un de l'extérieur. Il ne fait pas partie des cercles de Washington, il ne fait partie d'aucune société secrète, n'a reçu aucune initiation, etc. Et donc, ils n'en veulent pas, parce qu'il n'est pas contrôlable. » And now they're faced with a very real prospect of Donald Trump becoming the leader of the party, and it absolutely drives them crazy. They just cannot imagine sharing. Well, because he's an outsider. He's not them. He's not part of the club. He's uncontrollable. He hasn't been through the initiation rites. He didn't belong to the secret society. And I think that they don't see him. They have no idea how to relate to him. Il ne fait pas partie des sociétés secrètes, n'a reçu aucune initiation, etc. Et ça continue. Trump publie une image de Saint-Michel, je pense que c'est Saint-Michel, en train de terrasser le dragon, le diable. Souvent, c'est Saint-Georges, je ne me rappelle plus, c'est Saint-Michel dans ce cas-ci. Et là,
Là, tu vois ici, là, comme des personnes, ils montrent une image, une étoile de David avec un truc. On ne sait pas d'où est-ce que ça a été tiré. L'emblème de l'archange Michael était originellement un symbole comme ça. Ah oui, c'est parce que ça vient de la Bible quand même. Il y a comme une... Et puis là c'est comme on essaie d'associer l'étoile de David à Saint-Michel pour attaquer Trump. Mais là, vous venez d'attaquer genre à peu près tous les chrétiens. Le Mont-Saint-Michel, mais les gens partagent ça comme s'il n'y a aucun raisonnement critique. Même chose avec Donald, je pourrais sortir des milliers d'exemples comme ça, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un 20-30% de personnes qui doutent, qui pensent que Trump... Elon Musk s'en va, Trump invite Elon Musk à parler lors d'un rallye, ce qui montre que Trump fait 100% confiance à Elon Musk. Je l'ai déjà expliqué. Depuis que Elon Musk a acheté Twitter, il est certainement dans le plan avec les patriotes, etc. Les gens disent « Non, je doute d'Elon Musk. » Il y a encore du shadow ban. Mais oui, il y a probablement des négociations avec l'Europe, par exemple, où est-ce qu'on dit tu dois garder certains modérateurs, sinon, mais pour l'ensemble, à 80%, c'est un gros gain pour la liberté d'expression et pour la guerre de l'information, le rachat de Twitter par Elon Musk. Il fait partie du plan. Et là, il saute de joie comme ça. Hein? Et là, tout d'un coup, sa ceinture devient un symbole satanique. Hein, la ceinture d'Elon Musk, où est-ce que je l'ai là ici, la ceinture d'Elon Musk? Ben oui, regarde ça. Avec Baphomet en plein milieu. Là, on nous sort des images de Baphomet et puis, Or, la ceinture, c'est une ceinture Tesla. C'est pas avec l'étoile du Texas, là, ou l'étoile, il y en a sur les tanks américains blancs, il y en a sur les tanks rouges en rouge, sur les tanks russes en rouge. Mais là, c'était tout d'un coup, c'était rendu l'étoile de Baphomet. On vous bourre. On essaye de vous craquer, de torpiller l'appui à Donald Trump avec des trucs qui n'ont aucune connexion, qui sont... Et là, même le fait de sauter, hein, tu vois, il saute comme ça. Et là, tout d'un coup, c'était comme, on nous sort des trucs, un rituel maçonnique, où est-ce qu'il faut lever les mains comme ça. Puis là, je dois débunker ça parce qu'il y a comme, j'ai été sur le cul quand j'ai vu, quand j'ai vu ça, là, 37% des gens qui pensent que Trump est un franc-maçon ou peut-être un franc-maçon. Je parle de Elon Musk, c'est ça. Et, tu sais, par exemple, imaginez ce pauvre enfant-là qui est comme content d'aller au baseball et tout d'un coup, il faisait un symbole maçonnique, il était compromis pour le reste de ses jours. Dès que tu sautes comme ça de joie dans un spectacle ou dès que dès que ton équipe au football vient de marquer un but, tu sautes de joie, tout d'un coup, tu es comme dans le paradigme maçonnique. Mais là, ici, il y a le gros truc, évidemment. Là, ça, c'est l'habit Baphomet de... Ça allait un peu avec ça. L'habit Baphomet de Elon Musk, ça, c'était il y a longtemps, on s'entend. Avant qu'il rejoigne Donald Trump, etc. Je ne sais pas c'est quoi la date exacte, mais... Et là, ben oui, c'est un habit d'Halloween. C'est un habit d'Halloween. Vous, la plupart des gens qui le critiquent, déguisez vos enfants en sorcières, en zombies, en démons, en ci, en ça. Ben oui, c'est ça que tu fais à l'Halloween. On se déguise. Est-ce qu'on devrait avoir la fête de l'Halloween? Je ne sais pas. D'où est-ce que ça sort? C'était pas là il y a comme 60 ans, la fête de l'Halloween. C'est sorti de nulle part. On peut critiquer la fête de l'Halloween, mais là, maintenant, c'est ça, là. Vos enfants, nos enfants se déguisent en fantômes, puis on met des sorcières, puis des squelettes partout, puis c'est ça. C'est ça le thème. Fait que tout le monde essaie de trouver un déguisement original, etc. Puis ben, c'est ça. Ça, c'est un déguisement d'Halloween, OK? Il n'a pas fait ça, puis il rigolait, là. Il n'a pas fait ça, genre, pour comme... signifier son affiliation à... Mais ça va plus loin, tu vois, c'est comme ici, message aux Juifs Cossette Trudel. Tu vois? Message aux Juifs Alexis Cossette Trudel. Vous comprenez? C'est Alain Soral qui parlait des Algériens. Il disait, tu sais, ils sont ultra anti-LGBT, mais cautionnent le LGBTQ. Et donc, pour une partie d'entre eux, c'est comme une maladie mentale. J'ai l'impression des fois que, comme pour un segment du web, c'est à peu près ça, là. Tu sais, c'est comme... c'est décourageant à voir. Tu vois ici, c'est Gilles Belrose, Laura qui répond. Et puis en bas, on répond « Il faut bien se taquiner entre membres de la confrérie des tabliers de cuisine, comme si tout le monde était franc-maçon, etc. » Comprenez que c'est utilisé contre nous. Okay? Il faut sortir de ça. C'est pour ça qu'à la Radio-Québec, on ne fait pas beaucoup de ça et on fait surtout de l'analyse géopolitique qui repose sur des faits et du raisonnement. À un moment donné, bon, c'est ça. Ça, c'est pour ça. Puis là, mais là c'était pas terminé parce qu'Elon Musk est allé sur... on va terminer bientôt.
Exactement. Je ne peux même pas imaginer ce que vous endurez, les alerteurs, vous, les alerteurs, etc. C'est ça à longueur de journée. Tu sais, j'ai déjà expliqué, vous l'avez vu dans la vidéo sur la Syrie, j'avais mon petit bracelet rouge. Ben oui, le bracelet rouge, puis là, tout le monde dit cabale, etc. Je l'ai expliqué 1000 fois, le bracelet rouge, c'est un truc tibétain. Si vous tapez tibétaine, Red Cordon, etc., la mère de mon fils est tibétain, etc. Le tibétain, on voit des Tibétains des fois. Puis quand tu rencontres un maître tibétain, souvent, il te donne un petit bracelet rouge, c'est comme un porte-bonheur, protection, blablabla. Il y a plein de vieilles, tu vois les vieux Tibétains, là, tout ridés comme ça, là, avec des bracelets rouges, puis avec leur moulin à prière, là, ben c'est ça, ben c'est pas satanique, c'est pas kabbaliste, etc. Mais le juif Cossette Trudel vous bourre, et puis OK. Donc, encore une fois, faites la part des choses. Ça, je suis scandalisé par ça, là. 20 de personnes qui pensent que Trump est... Alors que ça repose sur rien. J'espère que vous allez être au courant maintenant quand on vous sort ce livre-là, quand on vous sort la vidéo avec, tu sais, les poignées de main. Imaginez si on avait pris comme toutes les poignées de main lors des manifestations, là. Tu sais, tu rends compte, à chaque fois que je sortais dans une manifestation, je serrais des centaines de mains, littéralement des centaines. Je ne dirais pas des milliers, on va rester humble, mais des centaines de mains. Bonjour Alexis, j'adore ce que tu fais. Souvent, je la prenais comme ça, c'était comme ça, c'était n'importe quoi, c'était comme ça. Puis, ça prend juste un cliché pour finir dans les poubelles du net. Quand tu attrapes la main vide de quelqu'un, c'est ça. Et donc, pour beaucoup de gens, pour une partie du net, ces petits détails, tu ne vas pas regarder que Trump est en train de faire la paix, etc., qu'il s'est pris dans la gueule tous les médias, et puis ils vont rien voir de ça, ils ne sont pas capables d'analyser rationnellement. Mais la petite photo où est-ce que le doigt est comme mal placé, bien là c'est pour eux, c'est terminal. Et ça dénote une incapacité de raisonner de façon rationnelle, à mon sens. OK? OK? Voilà, donc ça, c'est pour ça. Et après ça, mais on va terminer là-dessus. J'avais un segment sur Kamala, mais je pense qu'on va garder ça pour dimanche parce que c'était supposé être un cours web. Elon Musk qui est allé au micro puis qui a dit Dark MAGA. C'est le thème du web journal. Je vais juste expliquer c'est quoi Dark MAGA rapidement. Il y a des gens, encore une fois, qui ont mal pris ça. Elon Musk a dit je ne suis pas seulement MAGA. MAGA, c'est le truc de Donald Trump, le Make America Great Again. Je ne suis pas seulement MAGA, je suis Dark MAGA. Mais là, il était tout habillé en noir. Et là, des gens qui sont pas capables de penser au deuxième degré ou qui ont absolument aucun sens de l'humour, des gens qu'on n'a pratiquement jamais vu rire dans la vie, nous ont dit, Elon Musk nous envoie un message très étrange. Il n'est pas juste MAGA, il est Dark MAGA. Et là, c'est comme, je vais l'exposer bientôt dans une vidéo, etc. Alors, c'est quoi Dark MAGA? Dark MAGA, ça vient, je vais vous expliquer d'où est-ce que ça vient. Ça a été expliqué, je pense, pratiquement de nulle part. Mais vous avez une explication ici. C'est quoi Dark MAGA? Dark MAGA, c'est un mouvement marginal en ligne qui propose comme des memes pro-Trump un peu radicaux. C'est comme, par exemple, il faut connaître la culture du web pour comprendre c'est quoi Dark MAGA. Dark MAGA, c'est comme ça ici. Vous avez comme Trump au naturel, souriant, puis vous avez un Trump comme énergisé, comme prêt à frapper, genre, avec, ou vous avez comme, par exemple, un Trump Terminator, comme ça, là. Ça, c'est Dark MAGA. Ça, c'est ça. Ça, c'est les gens qui regardent les films comme Avengers, les Spider-Man, les comics, etc. Puis ça participe de cet environnement-là, c'est-à-dire les films de super-héros, côté un peu sombre et mélangé avec la culture du net. Donc, c'est quoi ici? Donc, Dark MAGA... aesthetics frequently depicts Trump in dramatic black and red tinted, often with laser beam and shooting from his eyes. Souvent, donc, on le dépeint dans du noir avec des lasers qui tirent de ses yeux, etc. Ça vient aussi, tu sais, quand on parlait de God Emperor, Trump, je pense que j'ai certaines de mes miniatures sur mes vidéos où est-ce qu'on voit Trump comme une espèce d'empereur ou, c'est tout ça, Dark MAGA. Mais Dark MAGA, c'est plus le côté Punisher. C'est plus comme ça ici. Tu vois, c'est comme Trump en Punisher, Trump qui vient comme, tu sais, frapper l'État profond, qui vient donner la rétribution. Quand Trump dit tout le monde va être tenu responsable de ses actes, quand Flynn dit tout le monde va être tenu responsable de ses actes, ben c'est ça. Tu sais, quand on dit, tu sais, le Punisher est venu souvent avec Q, là, tu sais, comme les Navy SEAL qui vont, tu sais, au fond des choses, les gens vont, l'État profond, les trafiquants d'enfants, etc., vont devoir payer pour leurs crimes. Ben c'est ça. Dark MAGA, c'est-à-dire c'est le côté
comment je pourrais dire, qui a rapport avec les comics, là, les comics en anglais, là, je ne sais pas comment on dit comment on dit comics en français. Les films de super-héros, etc., côté dark. Dark Maga, en fait, ça vient. Et là, il y a de ça partout. Là. Vous avez de ce genre de trucs-là. Souvent, vous avez, par exemple. Il y en a, en tout cas, je vais me perdre en conjecture, mais vous avez par exemple ici là, comme Gandhi with laser eyes activated. Ça, c'est Gandhi. Vous avez des personnes, on l'a fait ici à Radio-Québec. Il y a des pitounes comme ça qui se mettent des laser eyes. On l'a fait il y a quelque temps avec notre miniature sur Twitter, Dark Radio-Québec, c'est-à-dire en mode rétribution. C'est un clin d'œil, là. Prenez ça à la légère, c'est une blague sur Internet. Et ça vient de l'univers de DC. Il y a deux catégories de super-héros aux États-Unis. Il y a Marvel. Marvel, c'est les Avengers, le Captain America, Iron Man, etc. Et c'est un univers plus joyeux, plus... comment je pourrais dire? Pas plus joyeux, mais... plus lumineux. Et donc, il y a Marvel, puis il y a aussi DC. DC, c'est Batman, c'est Superman, c'est une autre catégorie, c'est un autre univers qui est plus noir. Vous comprenez? Donc, Marvel, c'est comme plus joyeux. DC, c'est plus noir, c'est plus comme Batman, gritty, etc. Et dans une des versions, il y a eu plusieurs versions de Superman, ça fait presque un siècle que ça dure, Superman. Dans une des versions de Superman, la version de Jack Snyder, c'est un univers alternatif. Et dans cet univers alternatif-là de Superman, Lois Lane, l'amour de Superman, décède. Et Superman devient un méchant. C'est-à-dire, c'est exactement le même truc que Anakin Skywalker. T'sais. Au début, c'est Anakin Skywalker, c'est comme l'élu. You're the chosen one. Tu étais l'élu, dit Obi-Wan Kenobi à Anakin Skywalker. Il était censé être celui qui vient balancer la force, etc. dans Star Wars, mais il perd son amour. La reine, je ne me rappelle plus c'est quoi, Padmé Amidala, et ses enfants, Luke et Léa, tu sais, et là, il pense qu'il les perd. Et là c'est là que l'empereur le retourne. Donc, c'est la perte de son amour qui fait en sorte qu'il devient Darth Vader. Il perd sa femme et il devient Darth Vader. Il devient consumé par la force obscure. Dans l'univers de Jack Snyder, c'est la même chose. Superman perd Lois Lane et devient un tyran. Au lieu d'être comme le sauveur de l'humanité, une force de bien, il devient au contraire un tyran. Et c'est ça ici, c'est là que vous le voyez. Il utilise ses pouvoirs pour augmenter sa puissance et son contrôle. Et donc ça, c'est Dark Superman. Et tout le côté Dark Maga vient de là. C'est comme si on passait de DC... De Marvel à DC. Ça, si vous avez en couleur, vous avez Trump Marvel, puis en noir et blanc, vous avez Trump DC, là, plus en noir et blanc. Plus... Et là, Elon Musk a dit ça, je suis Dark Maga, en mode Punisher, en mode rétribution. Il a dit genre qu'il allait comme détruire le wokisme, qui était l'État profond, etc. C'est ça, Dark Maga. Et nous autres, on est aussi très, très, très Dark Maga. On s'attend à ce qu'il y ait une rétribution et tout ça. C'est pas à prendre au premier degré. Il y a des gens qui prennent ça au premier degré, comme les journalistes prennent toujours ça au premier degré. C'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est mal comprendre la culture d'Internet et tout ça. Voilà. Et Elon Musk vit là-dedans. Et donc, vous devez comprendre. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'humour, généralement. OK. Alors, et là, donc, ça va se terminer là-dessus. Ça fait déjà 1 heure. Il y a toute la section ici sur Kamala Harris, les patriotes qui gèrent l'image de Kamala. Je vais garder ça pour dimanche prochain. Ça va dans le sens de tout est joué, c'est déjà terminé. J'ai dit ça au micro d'Héloïse Bois. Hélo veut savoir, il va y avoir peut-être des soubresauts après, mais maintenant, les vrais sondages commencent à sortir. Les gens disent, Raphaël Jacob a dit que finalement, les sondages étaient truqués, que Kamala est très, 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 très basse. C'est terminé, l'élection est terminée. Là, on s'en va vers... C'est un raz-de-marée. Trump a dit, checkmate, Michel ne se présente pas, il n'y aura pas de sauveur pour les démocrates et l'État profond. Ils vont devoir faire face à la justice et on va voir ça dimanche prochain. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui.
Justicier, Trump justicier. Elon est Asperger aussi, un petit peu. Un peu moi, je suis peut-être moi aussi un peu Asperger. Je sais pas. Je suis tellement. Je suis tellement reclus. Donc, je sais pas, moi, j'espère qu'avec mon explication, si jamais on refait un sondage comme ça, que les gens vont avoir, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'un sondage comme ça, Trump franc-maçon, comme 40%, c'est la même chose que Trump contrôlé par les sionistes. Quand tu regardes les faits, ça repose sur rien. J'espère que j'ai débunké, j'espère que les gens vont partager ce web journal-là, j'espère que j'ai débunké ça. Ouais, les gens vont toujours avoir des doutes, mais ça, c'est finalement, on ne peut pas contrôler ça. Les gens doutent par nature, et puis, mais ça repose sur rien. Il s'est pris dans la gueule la plus grosse opération de tentative de destitution avec tous les moyens légaux, constitutionnels pour le torpiller. Ils ont utilisé les services de renseignement pour torpiller sa présidence, ont commis de la haute trahison, ont utilisé tous les médias, ont utilisé tous les moyens possibles pour essayer de s'en débarrasser de Trump. Mais Trump est un franc-maçon. Voilà. OK. On va laisser ça ici. C'est ça. Donc, Trump sioniste, Trump va déclencher la Troisième Guerre mondiale, Trump franc-maçon. J'espère qu'on est capable de passer par-dessus ça, qu'on va au moins faire baisser un petit peu ces pourcentages-là. On remercie ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec. J'en reparlerai dimanche prochain. Mais c'est ça. Comme je vous dis, on continue notre effort pour redresser nos finances. Il y a des gens qui répondent à l'appel. Vous savez comment nous aider. Je ne veux pas être trop lourd aujourd'hui. C'est supposé être un web journal court et c'est surtout la fin, la continuité du web journal le dimanche. Donc, à tous ceux qui nous ont appuyés et puis qui souhaitent le faire, eh bien, c'est chapeau. Merci beaucoup. Vous nous donnez notre micro. Vous nous permettez de. Imaginez, là, si on n'était pas là, on est les seuls qui le faisons à Radio-Québec. Si on n'était pas là pour rectifier cette situation-là, le déluge de désinformation, si on n'était pas là à intervalles réguliers, comme pour bien camper, ramener ça dans l'actu. Ça serait impossible pour Donald Trump d'avoir un appui. Il y aurait tellement de désinformation sur Trump. Les médias le torpilleraient et sur Internet, il y aurait comme toutes les personnes qui essaient de dire que c'est une opposition contrôlée. Ça serait impossible pour Trump de réussir sans des organes comme Radio-Québec qui remettent les points sur les i. Et ça, on peut exister parce que vous nous appuyez. Voilà. Alors, merci beaucoup. Voilà. OK. OK, alors on se donne rendez-vous ce dimanche. On va parler, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe vendredi. Ça arrive des fois, il se passe des trucs incroyables le vendredi, puis ça déraille, ça fait tout dérailler. On va parler de cette élection qui est terminée déjà. C'est un raz-de-marée Trump et les ouragans ne feront rien pour changer ça. Voilà. Allez, la gang, on se donne rendez-vous dimanche pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. On s'excuse une dernière fois. Je sais que vous n'aimez pas qu'on le fasse, mais pour cette coupure, c'est inattendu. Et pour aussi tous les problèmes techniques. Les gens ne sont pas contents des fois. Ça fait partie du charme de Radio-Québec. Ciao.